Mais du coup, on va commencer d'abord, je vous dis bienvenue. Déjà, c'est la correction d'exercice aujourd'hui, donc du coup, ça dure 3 heures, de 16h à 19h. On verra si ça prend vraiment les 3 heures, mais enfin, si ça finit en avance, n'oubliez pas que vous pouvez rester à la fin pour nous poser toutes vos questions. Oui, donc la correction est sur Moodle. Et on ne peut pas la mettre sur le site du tutorat, ça ne marche pas, donc allez plutôt la chercher sur Moodle. Voilà, donc je voulais vous dire une petite précision par rapport au diapo sur le cours d'Anoël hier. Donc du coup, c'était sur le test de comparaison de deux variantes. On a eu des questions dessus et donc il y avait une erreur dans le diapo. En effet, en fait, le seuil pour ce test-là, c'est Fisher, donc c'est F avec en haut on prend N1 moins 1 et en bas N2 moins 1 pour alpha sur 2. Et donc du coup l'indice c'est F0 c'est S1 au carré divisé par S2 au carré. Et bien sûr ce seuil, enfin ce F0 il peut comparer au seuil. Donc comme d'habitude, inférieur ou supérieur, on rejette ou non. Donc voilà, et ce que je voulais vous dire, c'est super important de se souvenir que pour le test de comparaison de deux variances, si S22 par exemple, S2 au carré est supérieur à S1 au carré, il faut inverser la formule. Donc il faudra mettre S2 au carré en numérateur et S1 au carré en dénominateur. Et donc ceci change le seuil. Le seuil sera F avec K1 du coup qui est égal à N2 moins 1 et K2 N1 moins 1. C'est dans le cours et puis pareil, si c'est pas clair, on pourra vous expliquer, on circulera dans les rangs aussi. Donc là, si vous pouvez préciser ça, et aussi, il y a une remarque dans vos cours, donc F0, vous verrez, il est toujours supérieur à 1. C'est une méthode de savoir si on s'est trompé ou pas dans les calculs. Et n'oubliez pas que cet indice-là, pour le test de comparaison de deux variances, est différent de celui de l'ANOVA, qui est aussi Fisher, mais qui est SC au carré divisé par SR au carré. Et le seuil du coup est différent. C'est F avec au-dessus K-1 et en dessous N-K. K est dans la classe et c'est on regarde dans la table pour alpha. Oui, c'est SC, pas SC. SA, pas SC. Ça a changé. Dans l'ancienne formule, c'était SC, maintenant c'est SA. Et donc pareil, on compare au seuil, on compare F0 au seuil. Voilà, donc je voulais vous rappeler comme hier de garder, de respecter vos camarades et respecter l'équipe aussi, de moins parler possible, au moins pas faire trop de bruit, surtout pour la caméra, pour l'ordinateur là-bas qui fait le live sur YouTube. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Et donc du coup, on va passer à la correction des exercices. Moi, je vais vous présenter l'exercice 1. Donc, du coup, je voulais juste faire un petit rappel. Il y a 3 tests sur la répartition. Donc, comme vous avez vu, donc, pour la première question, vous doutez c'est un test de répartition. Je voulais juste vous montrer la différence en fait, pour les 3 tests pour la reconnaître. Donc, en gros, je vais vous lire donc l'énoncé. Dans le cas d'une enquête régionale qui sur la consommation d'antidépresseurs, on a sélectionné un échantillon de 100 personnes âgées de 30 ans, comprenant 16 femmes et 84 hommes. Ils ont été interrogés au début de l'enquête, 2 ans plus tard. Donc en gros, quand vous voyez donc, les deux tableaux là, normalement ça va vous faire penser à un test de comparaison donc, des deux répartitions variées, puisque en général on se retrouve avec un oui non des deux côtés, donc ça fait penser à un tableau comme ça. Sauf qu'en fait, ça dépend de la question qui va être en dessous. En fait, là, je vous ai demandé, on aimerait savoir si à l'âge de 40 ans, la déclaration des hommes concernant la consommation d'antidépresseurs dans les 5 dernières années est liée au sexe. Donc en gros, quand je vous demande ça, je vous demande de comparer en fait la consommation d'antidépresseurs à 40 ans entre d'un côté les hommes et de l'autre côté les femmes. Donc du coup, on se retrouve avec des personnes différentes. Du coup, quand c'est sur des personnes différentes, donc là, on est sur des échantillons indépendants. Donc c'est pas du tout à parier. Si par exemple je vous avais demandé de comparer la consommation d'antidépresseurs chez les hommes entre 30 ans et 40 ans,
j'aurais gardé les mêmes personnes. Donc je peux regarder donc, leur consommation quand je dépose à 30 ans, je reprends les mêmes personnes et je regarde à 40 ans. Si je prends les mêmes personnes, c'est à parier cette fois. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Par exemple, j'ai deux médicaments, un médicament A et un médicament B. Je regardais lequel est le plus efficace. Imaginons que je teste mon médicament A sur cette rangée ici et mon médicament B sur la rangée là-bas. Du coup, c'est des personnes différentes. Donc là, ça va être une comparaison de répartition sur des échantillons indépendants. Imaginons que maintenant je vais faire un test de comparaison de répartition à parier. Je vais tester d'abord mon médicament A donc ici, puis je vais attendre un petit peu et je vais tester après mon médicament B donc sur les mêmes personnes. En fait, c'est juste une question de personnes. Maintenant, donc, pour faire la différence avec l'autre test de comparaison de répartition observée et théorique, c'est encore différent. En fait, je prends une population générale, ça va être ma répartition théorique, et dans cette population générale, je vais prendre un petit échantillon, et dedans, je vais regarder en fait si ça ressemble à ma population générale, et là, ça va être ma répartition observée de mon échantillon. Imaginons, donc voilà, j'ai dans un film, là, je vais dire, là, vous êtes la population générale. J'ai autant de filles que de garçons, donc on va dire 50%. Après, je prends juste mon échantillon là-bas et je regarde si j'ai autant de filles que de garçons par rapport à tout l'amphi. Et là, imaginons que je dise, ah bah non, il y a beaucoup plus de filles là-bas que de garçons, du coup, c'est pas. Donc, il y a une différence dans les deux répartitions. En gros, répartition observatorique, c'est une population générale à un échantillon. Alors que là, on est vraiment sur deux échantillons. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence entre les trois tests. Donc du coup, comme je demandais les répartitions des consommations d'antidépresseurs dans les deux populations, donc c'est lié au sexe, du coup c'était la C, c'est un test de comparaison de répartition observée sur des petits échantillons indépendants. Donc là, je vais un peu trop vite parce que vous n'êtes pas censé savoir que c'est des petits échantillons comme ça. En fait, c'est un peu plus compliqué. Pour savoir si c'est un petit échantillon, il faut calculer vos effectifs théoriques. Pour ça, il va falloir refaire un tableau. Donc du coup, je vais switcher entre les deux parce que sinon vous n'allez pas comprendre. En fait, tout à l'heure, je vais vous donner d'un côté les hommes, d'un côté les femmes. Mais là, je vous demande de comparer avec les deux sexes. Du coup, je suis obligée de les réunir. Donc du coup, je vais remettre les femmes et les hommes avec les oui et les non, consommation ou pas, mais à 40 ans. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais être obligée de faire les sommes. Donc, par exemple, chez les garçons à 40 ans, combien on a de oui? On en a 26. Regardez votre tableau juste avant. Je vais trop vite. Donc regardez, chez les hommes, à 40 ans, vous regardez le nombre de oui. En fait, il faut regarder la ligne. Il faut faire la somme. À 40 ans, vous avez 26 oui chez les hommes. Et vous avez donc, du coup 58 non chez les hommes. Je ne sais pas si vous me suivez. Chez les femmes, du coup, vous regardez sur la ligne de 40 ans. Vous avez 4 oui et du coup, vous avez 12 non. Du coup, vous êtes obligé de modifier votre tableau. Et du coup, vous mettez donc les 26 et 58, vous mettez les oui. Donc du coup, ici, dans ce test, vous avez deux variables qualificatives. D'un côté, la consommation d'alcool et de l'autre côté, les sexes. Donc là, vous mettez en haut la consommation d'alcool, oui ou non, et le sexe, garçon ou fille, monsieur. Et du coup, là, vous pouvez calculer donc, vos CJ, donc vos effectifs théoriques. Donc pour ça, il faut faire le total de ligne fois le total de la colonne sur le total général. Donc par exemple, chez les garçons, donc le 26, vous allez prendre le 84, donc le total de la ligne, fois 30, total de la colonne, sur 100. Et vous faites ça chaque fois, 58, vous faites 84 fois 70 sur 100. Le 4, vous faites 16 fois 30 sur 100. C'est toujours comme ça. Et du coup, là, vous pouviez savoir que vous étiez dans un petit échantillon, parce que du coup, vous aviez, donc pour votre 4 ici, vous aviez un effectif théorique de 4,8, qui est inférieur à 5. Du coup, vous êtes dans un petit échantillon indépendant. Alors, on a une question, c'est les conditions de validité, donc juste après. Il faut savoir que donc, quand on est dans un grand échantillon, les conditions de validité, c'est juste que vos effectifs théoriques sont supérieurs à 5. Quand vous êtes dans un petit échantillon, il faut que, imaginons que vous ayez donc
un effectif théorique inférieur à 5. Vous pouvez en avoir plusieurs inférieurs à 5, c'est 1 ou plus, mais par contre, il faut qu'ils soient tous supérieurs à 3. Si vous avez un effectif théorique inférieur à 3, c'est pas valide, quoi. Le test, il n'est pas bon. Donc du coup, là, la question de j'ai pas fait l'hypothèse, excusez-moi, je vais trop vite. Je vous ai fait les conditions de validité avant l'hypothèse nulle, excusez-moi. Donc, pour l'hypothèse nulle, il faut savoir que pour ce test, vous avez deux choses à savoir. C'est que les répartitions dans vos deux populations sont égales et que vos variables, donc x et y, sont indépendantes. Quand je dis les variables, c'est vos deux variables qualificatives que je vous ai dit tout à l'heure. Vous en avez deux, c'est la consommation d'alcool d'un côté et le sexe de l'autre. Alors, du coup, oui, donc pour faire votre hypothèse nulle, on va remettre dans le contexte. Donc, du coup, oui, donc les répartitions sont identiques dans les deux populations. Et aussi, donc, deux variables sont indépendantes. Donc, du coup, la déclaration n'est pas liée au sexe. Et donc, si vous rejetez à 0, là, vous allez dire qu'il y a un lien entre la consommation d'alcool et le sexe. Imaginons que, on va dire que les hommes consomment plus d'antidépresseurs. Donc, du coup, on va dire que le fait d'être un homme, c'est lié, que la consommation d'antidépresseurs, c'est lié au fait d'être un homme. Enfin, il y en a plus. Je ne sais pas si c'est clair. Du coup, les conditions donc, de validité, donc je vous l'ai fait tout à l'heure. Voilà, il faut toujours être entre 3 et 5, enfin, vous pouvez être supérieur à 5. Mais en tout cas, si vous en avez un entre 5 ou plus, il faut obligatoirement que tous vos effectifs théoriques soient supérieurs à 3 ou égal à 3. Vous pouvez avoir égal à 3, hein, c'est possible. Du coup, le calcul de l'indice, du coup, c'était la D. Alors, faites attention, juste parce que du coup, vous avez vos effectifs, observez ce qu'il y a en noir dans le tableau, moins les effectifs théoriques, c'est ce que j'ai mis en rouge, que vous avez calculé. Il faut en fait que ce soit la valeur absolue. Donc moi souvent quand ça ne va pas, j'inverse les deux en fait. Au lieu de taper sur le calculette valeur absolue, c'est très long. Faites l'inverse. Par contre, vous ne trouvez pas en dessous, c'est bien l'effectif théorique qu'il faut mettre. Parce que par exemple, le deuxième calcul, donc, qui est juste ici, logiquement j'aurais dû mettre 58. Enfin, si je fais 58, une place de 8 moins 58, on se dit bah tiens, j'ai mis 58 en dessous, sauf que non, j'ai inversé pour avoir la valeur absolue, mais faites attention, on se trompe souvent. Voilà. Après, je vais vous demander donc du coup, si on trouve 0,32, en fait, le seuil ici pour ce type de test, c'est un degré de liberté à 5%. 5,2. Alors là, normalement, toujours connaître cette valeur parce que vous allez tout le temps l'utiliser. Du coup, c'est 3,841. Du coup, là, on est en dessous, du coup, on va pas rajouter H0. Voilà, donc le seuil pour le test, c'est 1 degré de liberté 5%. À connaître par cœur parce qu'en fait, le qui veut 1 degré de liberté, on s'en sert. Donc, pour les comparaisons de répartition sur petit échantillon indépendant, grand échantillon apparié et petit échantillon apparié, c'est toujours ce seuil-là. Par contre, vous ne trompez pas, les grands échantillons indépendants, c'est pas ça. Mais pour les trois autres, c'est ça. Donc, important que c'est clair. Donc la différence est non significative. Du coup, si on fait notre conclusion finale, pour ce que je vous ai dit tout à l'heure, le non-rejet de H0, différence non significative, du coup, on ne fait pas de lien entre les variables. On aurait pu faire l'inverse, on rejette H0, différence significative, et là, il y a un lien entre les variables, le fait d'être un homme, on va consommer plus d'antidépresseurs, ou le fait d'être une femme, on va moins consommer. J'espère que j'ai été claire. S'il y a des questions, levez la main, je vais vous voir. Du coup, on va passer à l'exercice 2. Donc, l'exercice 2, lire, c'est un isomètre corporel moyen dans une population et de mu0 égale 23,1 et sa variance est de sigma carré égale 1,1. On mesure l'IMC moyen dans un échantillon de 42 patients hospitalisés dans un service de psychiatrie.
On trouve une moyenne M égale 22,8 et une variance S carré de 1,8. On cherche à savoir si l'IMC moyen de l'échantillon diffère significativement de l'IMC moyen de la population. Donc la première question, c'était sur le type de test. Donc quand on a un échantillon qu'on peut comparer à une population, on voit bien que c'est l'IMC moyen, donc c'est une moyenne, puisque c'est quelque chose de quantitatif. Et du coup, on compare un échantillon à une population, donc c'est observé à théorie. Donc la bonne réponse était la D, il s'agit d'une comparaison d'une moyenne observée, donc celle de l'échantillon, à une moyenne théorique, celle de la population. Il s'agit de grands échantillons car n égale 42 est supérieur ou égal à 30. Donc, question 2. Concernant les conditions de validité, cochez là où les réponses vraies. Donc les conditions de validité pour un test de comparaison moyenne observé à théorique sur grand échantillon, il suffit que l'échantillon ait un nombre d'individus supérieur à 30. Ici avec 42, on est dedans. Et quand c'est supérieur à 30, on n'a pas besoin que la variable suive une loi normale. Donc, c'était la réponse C. Les conditions de validité d'un test d'une comparaison d'une moyenne observée et d'une moyenne théorique sont d'avoir n supérieur à 30, n est égal à 42, les conditions de validité sont bien vérifiées. Pour les autres items, si vous vous êtes trompé, l'item A, en fait, c'est les conditions de validité d'une comparaison de moyenne observée à une moyenne théorique sur petits échantillons. Quand c'est au-dessus de 30, on considère que ça suit une loi normale. Quand c'est en dessous, là, on a besoin qu'on nous dise que ça suit une loi normale. Mais pour les grands échantillons, c'est pas la peine. L'item B correspond aux conditions de validité d'une comparaison de deux moyennes observées sur petits échantillons. Et l'item D correspond à des conditions de validité qui n'existent pas. Donc c'était juste pour vous embrouiller. Question 3. L'indice statistique mesurant l'écart sous H0 est égal en valeur absolue. Donc là, il fallait calculer l'indice. Donc l'indice, c'est le premier test que vous voyez. Donc celui-là, il faut vraiment connaître. M moins mu sur racine de la variance sur le nombre d'individus de l'échantillon. Alors faites attention avec cette formule, ça peut être facile de se tromper alors qu'elle est bien basique parce qu'on a tellement l'habitude qu'on risque d'oublier des choses. Donc bien penser que c'est la racine carrée de la variance sur le nombre d'individus. Donc c'est bien S carré. Si vous mettez l'écart type, vous mettez la racine carrée que au diviseur. Que sur racine, vous pouvez éventuellement faire l'écart type sur racine de n. Et si vous mettez la grande racine, il faut bien mettre l'écart type au carré, c'est bien la variance. Donc faites juste attention à ça parce que souvent les profs anticipent cette erreur et la font exprès pour vous mettre le faux résultat dans les items et vous allez le cocher en vous disant c'est bon, j'ai trouvé un truc qui est dans la liste, mais en fait c'est pas bon. Du coup ici ça vous donnait 1,40. Et c'était la réponse A. Pour le seuil, question 4, le seuil de ce test au risque alpha égale 5%. Là, c'est le test de comparaison moyenne de base sur grand échantillon. Donc, c'est 1,96 comme d'habitude. Pensez bien à regarder pour alpha sur 2 dans le cas de la loi normale, parce qu'elle est symétrique, il faut diviser alpha par 2. Bon, là, le 1,96, je ne connais pas. Et question 5, la conclusion. Donc, si on fait notre comparaison de notre indice à notre seuil, comme d'habitude, on trouve que 45 est inférieur à 1,96. Donc, on ne rejette pas à 0. La moyenne de l'échantillon ne diffère pas significativement de celle de la population. Le test est non significatif. Donc, voilà pour l'exercice 2. Si vous me dites que les différents. Et chef. Donc on va passer à l'exercice 3. Alors dans l'exercice 3, du coup on donnait qu'on dit que dans la population française, voilà, seulement 6 à 15% des personnes présentes un diabète de type 1. Voilà, donc c'est un peu dénoncé, enfin en gros ça on s'en fout quoi, dans l'exercice, ça ne nous intéresse pas vraiment.
c'est la suite qui nous intéresse, du coup, parce qu'on dit que la moyenne nationale de la glycémie le matin, pour des patients diabétiques de type 1, vaut 1,55 g par litre. Et l'écart type vaut 0,63. Et on a dit que X suit une loi normale. Donc, normalement, dans votre brouillon, vous notez toutes ces informations-là. Vous notez moyenne nationale de glycémie, c'est votre moyenne dans la population, et mu, et de 1,55, écart type 0,63, X loi normale. Après, on regarde la question qu'on vous pose. Donc, le CHU de Caen souhaite connaître l'intervalle à 95% dans lequel se situe la moyenne de la glycémie le matin dans un groupe de 10 patients diabétiques de type 1. Et là, vous avez, dans un groupe de 10 patients, donc vous notez sur votre brouillon N égale 10. Donc déjà, vous devez avoir, avec ça, vous pouvez aussi faire un schéma que je vais vous donner ensuite pendant la correction. Et ça vous permet vraiment de cerner quel genre de test c'est, et à partir de là, vous allez savoir déjà si c'est grand ou petit échantillon, si c'est... et ça va vous donner déjà vos conditions de validité, ça va vous donner votre seuil et votre indice. Donc la première question qu'on vous demandait, c'est de savoir de quel problème il s'agit. Donc pour comprendre ça, il fallait le schéma dont je vous parlais, vous l'avez dans votre folie. On regarde, donc on vous dit, dans la première phrase, c'est pas très important, c'est ce qu'on vous dit ensuite, donc la moyenne nationale sur la moyenne dans la population est de 1,55, donc c'est mu. Donc on vous donne la moyenne dans la population. On vous donne les quartiers. Et ensuite, on vous demande la moyenne dans un échantillon. Donc si vous voyez, vous avez bien compris, vous avez la population, on tire au hasard 10 personnes, on a un échantillon, on vous donne la moyenne dans la population, on demande ça dans un groupe de 10 patients. Donc du coup, la réponse, c'était la C. Donc du coup, voilà, on donne la moyenne nationale de la glycémie, on demande celle dans un échantillon. Et donc, du coup, ceci, ça correspond à un intervalle le plus classique. L'inverse, ça aurait été, on vous donne la moyenne dans un échantillon, on vous la donne dans la population, ça aurait été un intervalle de confiance. Et c'est vraiment, quand vous faites votre énoncé, vous pouvez déjà faire votre population échantillon, et après vous notez si vous connaissez mu ou si vous connaissez M. Et en fonction de ce que vous connaissez, vous pouvez savoir quel genre d'intervalle vous devez calculer. Donc, la question 2, c'était concernant les conditions de validité, ça c'est du cours. Du coup, pour un intervalle de filtration, il faut déjà regarder si c'est un petit ou un grand échantillon. Donc si c'est un petit échantillon, on a un petit sujet. Et donc pour un petit échantillon, il faut absolument que X suit une loi normale. Et ça, on vous le dit dans l'énoncé, c'est écrit. C'est là, on a mis X suit une loi normale, donc du coup la bonne réponse c'était la C. Est-ce qu'on vérifie qu'à X suit une loi normale? La D, il faut d'abord faire le calcul de l'intervalle pour vérifier la validité aux bornes, ça c'est l'intervalle de confiance. Donc vraiment ces tests-là, ils sont hyper simples et c'est vraiment soit l'un soit l'autre. Donc on vous dit souvent de faire des fiches, par exemple, vous faites votre schéma et à partir de votre schéma, vous pouvez déterminer conditions, indices, seuil et conclusion. La question 3, du coup, c'était de calculer l'intervalle. Du coup, toutes les propositions, c'était la première proposition qui était la bonne. Donc à chaque fois, pour ce test, pour cet exercice-là, à chaque fois, j'essaie de réfléchir à toutes les erreurs qu'on pourrait faire avec la formule. Mais bon, une fois qu'on connaît la formule, si on a trouvé le test, normalement, elle n'est pas très difficile à appliquer. Donc, juste pas oublier qu'il faut que ce soit plus ou moins zéro. Donc, à chaque fois, pour la bande inférieure, on enlève 1,96 multiplié par du coup l'écart type divisé par la racine de l'échantillon. Et pour la bande supérieure, on ajoute. Ça va pour l'instant? Donc la suite de l'exercice, du coup, on parle de la mesure du pourcentage d'hémoglobine glyquée. Donc on dit que ça devient une vraie fiche pour les diagnostics. Voilà, ça c'est pareil, quand vous lisez votre énoncé, vous dites bon, déjà là il n'y a rien d'intéressant. C'est la suite qu'on veut vraiment regarder. Donc après, on dit dans un autre groupe de 40 patients. Donc
vous avez un groupe de 40 patients, vous notez n égale 40. C'est vraiment à chaque fois que vous regardez votre énoncé, vous suivez un fil, et à chaque fois que vous voyez un chiffre, un truc, vous l'écrivez. Après, c'est à vous de voir après si ça va vous servir ou pas. Parce que parfois, ils vont mélanger plusieurs tests dans un même enfin, ils vont mélanger plusieurs données qui pourraient être données l'équivalent de différents tests dans un même exercice, et c'est à vous, avec la question qu'on va vous poser, de gérer entre vos données. Donc là, on vous dit un groupe de 40 patients. Donc vous notez 40 patients sur l'échantillon L. On dit 85% a un taux de HbA1c aux alentours de 7,5%. Donc là, du coup, vous avez un pourcentage de personnes dans ce groupe de 40 patients qui ont un taux autour de 7,5%. Donc vous notez 85%. Ensuite, du coup, la question c'est la suite. Les chercheurs veulent savoir quel est l'intervalle à 95% dans lequel se situe le pourcentage de personnes diabétiques de type 1 en France ayant un pourcentage d'hémoglobine glyquée aux alentours de 7,5%. Donc du coup, c'est pareil. La première question, en plus, c'est qu'il s'agit d'un problème de... Pour savoir, pareil, pour ce genre de truc-là, vous faites un schéma. Donc vous commencez comme d'habitude, vous faites population, échantillon, et avec tir au hasard, et là vous regardez ce que vous avez comme données. Est-ce que vous avez, là on demande un pourcentage, donc vous regardez est-ce que vous avez P0 ou est-ce que vous avez P. Donc P c'est le pourcentage dans la population, ou P0 c'est... Oui, je me suis trompée dans le diapo là, regardez, c'est pas Z, c'est T. Le principe est le même, mais c'est T. Ce sera corrigé sur le diapo. Donc après, là c'est pareil, on doit regarder si on vous demande le pourcentage dans la population ou dans un échantillon. Donc pour ça, vous devez faire un schéma avec votre population, votre échantillon. Et vous regardez quel test on vous a donné comme données. Et là, dans l'occurrence, on vous a donné P0. Donc la bonne réponse c'était la D. On vous a donné le pourcentage dans un échantillon et on vous demande le pourcentage dans la population. Donc du coup, ça correspond à un intervalle de confiance. Et pareil, si ça aurait été un intervalle de fluctuation, vous aurez donné le pourcentage dans la population et vous l'aurez demandé dans un échantillon. La question d'après, c'était pareil, concernant les conditions de validité, il fallait donner lesquelles étaient les bonnes. Donc du coup, ici, la vraie c'est la D. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour un intervalle de confiance, on regarde à la fin. Donc, on ne se pose pas de questions pour un intervalle dès qu'on sait que c'est un intervalle de confiance, on ne se pose pas de questions. Comme les conditions de validité sont à la fin, on fait l'exercice quoi qu'il arrive. Donc on va jusqu'au bout, on coupe notre intervalle et après on va regarder au banc si ça marche, fonctionne ou pas. Donc du coup, voilà, la question 6, c'était l'intervalle que l'on cherche correspond à... Donc là, vous devez faire votre calcul, là où on est dans un laboratoire échantillon, donc c'est Z. Et on trouve, avec le formule que vous devez connaître par cœur, on trouve cet intervalle-là. Par contre, quand on regarde nos bornes, donc quand on multiplie chaque borne par n, soit 40, on trouve que pour la borne inférieure, quand on multiplie par n par p, on trouve que c'est supérieur à 5. Enfin, pour la borne inférieure, quand on multiplie par p ou q, on trouve que c'est supérieur à 5. Mais par contre, pour la borne supérieure, quand on multiplie n par p-1, donc l'inverse de la probabilité, enfin de la borne, on trouve que c'est inférieur à 5. Et donc toutes les conditions de validité ne sont pas respectées. Donc c'est super important de retenir que pour un intervalle de confiance, il faut vraiment regarder à la fin les conditions de validité. Il ne faut pas cocher comme ça, c'est supérieur à 30, donc c'est bon. Non, on regarde vraiment à la fin. Et ça, c'est vraiment un piège dans lequel on peut tomber avec le stress au concours. Donc faites attention à ça. Voilà. Donc, aussi, ce que je vous avais pas précisé, comme on a certaines personnes de l'équipe qui sont en TD et qui ont des cours obligatoires en ce moment, la correction des exercices n'est pas forcément dans l'ordre. Donc là, on va passer à l'exercice 5 et l'exercice 4 sera vu plus tard.
tomber sur le même principe en concours. Donc en fait, si vous voulez, à chaque ligne, chaque ligne représente une personne avec toutes les informations. Donc là, par exemple, la première personne est en classe S et on sait qu'au bout d'un mois, elle est toujours en couple. Donc dans ces cas-là, en fait, quand vous avez une personne qui est encore en couple, parce que là, l'événement, c'était la survenue du célibat, en couple, ça veut dire que c'est une perte du vue. Et donc là, par exemple, pour la deuxième ligne, c'est aussi une classe S, et au bout de 2 mois, il y a une célibataire, donc c'est la survenue de l'événement. Donc, alors, la première question, c'était de savoir de quel test il s'agit. Ils sont vous demander de comparer en fait la durée de survie d'un couple entre les PACES et les bio. Donc il s'agit d'une comparaison de courbe de survie. Donc c'est un test semi-paramétrique appelé test du log-rank approché. Donc voilà. Pour la deuxième question, on vous demandait la probabilité de séparation chez les PACES au bout de 5 mois. Donc pour ça, il faut que vous fassiez ce tableau-là. Donc je vais vous montrer comment le remplir. Donc d'abord, vous mettez vos temps, vous verrez jusqu'à la séparation. Après, donc, vous avez la classe censure. Donc là, c'est toutes les personnes pour qui, à un moment donné, on a juste l'information en couple. Donc en gros, les sanctions, vous perdez plus. Donc là, par exemple, du coup, au bout d'un mois pour les classes. Parce que là, pour l'instant, on a appliqué pour les classes S. Donc au bout d'un mois, on a une censure. Donc là, vous l'avez là. Et dans ces cas-là, si vous avez une censure, enfin au moins une censure dans la colonne, il faut bien vous rajouter un petit. Le petit plus, en fait, ça signifie que c'est pour signifier la censure. Donc DI, donc c'est votre nombre de bases de décès à l'instant T. Donc là, c'est votre nombre de séparation. Donc pour 1, il y en avait 0. Mais pour 2 mois, vous voyez qu'il y en avait du coup 2 célibataires. Le PACES, ils sont célibataires. Donc là, vous pouvez vous compléter les deux. Donc NI, c'est le nombre de sujets encore à risque au bout de l'instant T. Donc là, vous pouvez calculer, donc il y avait 9 PACES au début. Donc au bout de 1 mois, on les compte encore tous. Ensuite, le cas, donc c'est HT, donc c'est la probabilité de décès, sachant qu'on a survécu jusqu'à l'instant T. Donc là, la probabilité de séparation, sachant qu'on a survécu jusqu'à l'instant T. Donc il se calcule en faisant DI sur NI. Donc 0 divisé par 9, l'instant T de ça. Et donc 1 moins HT, donc c'est la probabilité inverse, donc c'est la probabilité de survie, sachant qu'on a duré jusqu'à l'instant T. Et ST, donc pour calculer ST, du coup en fait à chaque fois, parce que la formule est un peu compliquée dans le cours, mais en fait c'est juste qu'il faut reprendre donc là votre probabilité ici, et après pour les autres, en fait vous faites à chaque fois donc le ST, donc la ST1, fois la probabilité ici pour trouver ça, et comme ça jusqu'à la fin. Du coup la ST, pour trouver le ST3, vous faites ST2 fois 1 moins H3. Donc comme ça, après, 0,65 fois 0,8, 0,6 fois 0,65, ça vous donne 0,1. Ainsi de suite, du coup, donc, la probabilité de séparation chez les PACES au bout de 5 mois, vous la trouvez là, c'est du coup 25%. Donc ensuite, quelle est la probabilité attendue de séparation chez les étudiants en biologie au bout de 4 mois sur l'hypothèse H0? Donc là, il faut que vous fassiez un deuxième tableau où en fait vous allez mettre ensemble les PACES, les étudiants en PACES et les étudiants en bio. Donc alors après, il y a deux façons de faire. Soit vous séparez bien, ça peut être 2 fois plus clair, ou sinon, en fait, puisque là, quand on vous demande de calculer HDI, le DI, il comprend les D bio plus les D PACES. Et le NI là comprend le N bio plus le N PACES. Donc c'est ça qu'il faut faire attention. Donc, souvent, par exemple, dans les annales, dans la correction, vous les avez, c'est par rapport, c'est en 2014, je crois. C'est un groupe de chirurgiens, un groupe de psychiatres, quelque chose comme ça. Et du coup, il y a une case pour les deux, le D comprend les deux en même temps. Donc là, si vous voulez, on peut faire pour la case 1. Donc si vous faites pour un mois, du coup, là, vous avez en tout donc, un célibataire, un en couple, et là, on passe un en couple. Donc ça nous fait du coup deux censures, plus un décès.
un événement. Donc là, vous avez bien les deux censures, là, on a tous les deux. Et là, par contre, on les a séparés, mais du coup, on va faire tout le temps. Du coup, là, il faut faire, pour trouver le 0,055, il faut bien faire 1 sur 18. Donc, voilà. Après, vous calculez du coup votre nombre estimé de passes. En fait, là, le E, c'est le nombre de passes qu'on va attendre, qui sera attendu séparé par rapport à L0. Donc la formule, c'est juste, vous prenez votre nombre de passes par rapport et vous le multipliez par la probabilité de séparation au bout du temps T. Donc là, vous continuez comme ça jusqu'à la fin. Et après, vous calculez le total. Donc là, si on suit dans le tableau, quelle est la probabilité d'attendre une séparation chez les étudiants en biologie au bout de 4 mois sous l'hypothèse H0? Vous prenez juste à la règle de 4 mois et vous cherchez du coup pour les deux. Donc là, vous trouvez 50%. Ça va, pour l'instant, c'est clair ou pas? Vous pouvez juste hocher la tête. Montrez-moi moi si ça va, enfin, si on peut expliquer. Donc après, on vous demandait, en faisant l'hypothèse que les conditions de validité sont respectées, que peut-on en conclure? Donc on vous rappelle quand même les conditions de validité, c'était que EA et EB soient supérieurs ou égaux à 5. Donc là, on voit bien le total, ils sont supérieurs à 5. Et après, en fait, au final, ça revient juste à un petit test du étude normale. Donc c'est on vous demande le nombre attendu. Le nombre, c'est le nombre d'observés moins les théories. Donc le nombre d'observés, vous retournez dans votre tableau. Là, vous voyez qu'au total, donc chez les passés, par exemple, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 célibataires au final, à la fin de l'étude. Alors qu'on en attendait, là, donc c'était votre nombre ce que je vous disais, c'est votre nombre de passés attendus séparés. Là, on en attendait 5,25. Et voilà, du coup, on trouve 6 moins 5,25 sur 5,25. C'est un test d'étude normal. Donc vous faites ça aussi du coup après pour les étudiants bio. Et donc on retrouve un seuil de 0,201. Enfin, vraiment de 0,200. Et le seuil, c'est pour, comme le Q2, c'est pour 1 euro de liberté à 5%. Donc ça c'est le seuil que vous devez connaître par cœur avec 1,96. Donc ça vous donne 3,41. Donc là on se rend compte que par arrêt est largement inférieur au la seuil. Donc au final, on revient à 0. On n'a pas réussi à établir de lien significatif entre le fait de choisir une filière et le fait de compter. C'est bon, vous avez compris ou pas? Excusez-moi. On va faire le 7 avant le 6 parce que le tuteur qui veut le corriger n'est pas encore arrivé, il avait cours. Du coup, on va passer à l'épidémie. Et je vais faire un peu plus doucement si vous arrivez avec le Covid. On va essayer de décortiquer doucement parce que c'est pas facile, pas toujours facile l'épidémie. Donc, l'énoncé, c'est 2 équipes de chercheurs se demandent si la consommation de cannabis, THC, augmente le risque de développer une schizophrénie ou un trouble obsessionnel compulsif. Chacune de ces 2 équipes monte une étude pour tenter de répondre à cette question. Donc, partie 1, la première équipe, dans un service de psychiatrie d'un CHU, constitue un groupe de patients atteints de schizophrénie, un autre groupe atteint de troubles obsessionnels compulsifs et un groupe indemne de ces 2 maladies. Chaque groupe est composé de 50 patients. Donc cette équipe fait passer à ces 150 personnes le même questionnaire, les interrogeant sur leur consommation passée de cannabis. Les résultats obtenus sont donnés dans le tableau suivant. Donc pour chaque personne, si je clarifie le protocole, pour chaque personne, on leur a demandé si oui ou non ils avaient déjà consommé du cannabis.
Et on a classé, pour chaque groupe, on a noté combien de personnes on avait consommé, combien de personnes on n'avait pas consommé. Sur les 50 schizophrènes, les 50 qui sont atteints de troubles obsessionnels compulsifs, et ceux qui ne sont atteints de ni l'un ni l'autre. Et donc, on obtient les totaux, tout ça que j'ai mis dans le tableau. Donc, la première question, c'était de savoir quel est le type d'études mises en jeu. Alors là, je ne sais pas s'il y en a qui ont répondu à cette question. Est-ce qu'il y en a qui ont répondu à cette question? Ok, pas beaucoup. Parmi ceux-là, qui est-ce qu'on dit que c'est une étude de cohorte? Ok. Qui a dit que c'était un cas témoin? Ok. Donc la majorité a raison. C'est pas toujours le cas. C'est bien une étude de cas témoins. Et le truc qui vous a peut-être un peu embrouillé, c'est que je me suis amusée à faire faire 3 groupes au lieu de 2. Et en fait, j'ai fait 2 études cas témoins en même temps. En fait, j'ai pris les cas schizophrènes par rapport au ni l'un ni l'autre, donc les témoins, et les cas TOC par rapport à ni l'un ni l'autre. Du coup, en fait, c'était comme si on avait fait 2 études cas témoins, mais qu'on les avait fait en même temps, en servant des mêmes témoins pour les 2 études. Donc voilà, la réponse c'était l'étude est un cas témoin, enfin on s'en que 2. On a un groupe de cas, les gens qui souffrent de schizophrénie, que l'on compare à un groupe de témoins. Donc ça c'est pour la première étude, et pour la deuxième étude, ceux qui... mon explication est un peu bizarre, mais bref, donc si on a un groupe de cas qui sont les schizophrènes, un groupe de témoins, donc je peux l'appeler le groupe 2, qui sont les témoins, et ceux qui ne sont pas schizophrènes, et d'autre part un groupe de cas, le groupe 3, qui souffre d'un TOC, que l'on compare aux témoins, qui est toujours ce groupe 2, qui est un même à la fois de schizophrénie et de TOC. Donc du coup, la question suivante, c'était chacune des 2 maladies étudiées, peut-on établir une corrélation avec la consommation de cannabis? Du coup, la question, c'était tout simplement d'interpréter les résultats de l'étude comme on fait classiquement pour les études cas témoins, c'est-à-dire en calculant le rapport de Koch, pardon. Donc, parce que vous vous rappelez bien, pour un cas témoin, c'est toujours un rapport de Koch, et pour une cohorte, c'est toujours un corrélatif. Donc là, c'est un rapport de Koch qu'on calcule par rapport au tableau. Donc ça fait AD sur DC. Donc 10 x 47 sur 3 x 40, qui nous donne 3,92. Donc ça, on est obligé de faire l'analyse séparément pour les schizophrènes et pour les gens qui souffrent de troubles obsessionnels compulsifs. Parce qu'on ne peut pas analyser les 3 en même temps, ça serait un tableau un peu compliqué et on risque trop de s'embrouiller. Donc le mieux, c'est de faire 2 tableaux séparés. Mais bon, je pense que vous n'aurez jamais ce genre d'exercice au concours, c'était pour ça que je n'ai pas fait sous forme de QCM et tout, c'est juste pour que vous compreniez le principe. Donc une fois qu'on a calculé notre rapport de Koch, on calcule l'intervalle de confiance avec la formule un peu monstrueuse que je vous ai donnée hier. Et une fois qu'on a fait notre intervalle de confiance, on trouve entre 1,01 et 15,2. Donc c'est un intervalle de confiance qui est très large, mais il ne contient pas 1. Du coup, ça veut dire que la consommation de cannabis est significativement différente dans le groupe des schizophrènes par rapport au groupe des témoins, et comme on est au-dessus de 1, elle est significativement plus élevée dans le groupe des personnes schizophrènes. Donc ça nous fait un argument pour dire que potentiellement le THC pourrait être un facteur de risque de la schizophrénie. Si on passe du côté des troubles obsessionnels compulsifs, on refait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on fait un tableau M plus N-, M plus E-, on calcule le rapport de Koch, on calcule l'intervalle de confiance, et on trouve un intervalle de confiance compris entre 0,10 et 4,07. Donc l'intervalle de confiance est encore assez large et il contient 1. Donc l'exposition à la consommation de cannabis n'est pas significativement différente dans le groupe des personnes souffrant d'un trouble obsessionnel compulsif. Donc voilà, c'était pour vous montrer le cas où c'est significatif et le cas où c'est pas significatif. Donc à chaque fois, on calcule le rapport de Koch, l'intervalle de confiance, ça contient 1, c'est significatif, ça contient pas 1, c'est pas significatif. Du coup, on va passer. Question 3, pardon. Pour étudier l'effet d'une autre exposition que le cannabis sur ces 2 pathologies, serait-il nécessaire de constituer un ou plusieurs autres groupes de patients? Quel changement devrait-on faire au protocole? Donc, vous avez vu le cas, et pour vous demander si vous aviez trouvé. Mais pour étudier l'effet d'une autre exposition, il suffit, dans le cas des cas témoins, comme c'est du rétrospectif, il suffit de leur poser la question en fait. Donc ça ne change rien en protocole. On n'a pas besoin de créer un autre groupe,
Il suffit dans notre questionnaire de rajouter une question. Est-ce que vous avez consommé plus de temps d'alcool par semaine? Est-ce que vous avez... Ah, du coup, on va pouvoir reprendre. Qu'est-ce que j'en ai dit? Oui, si on veut étudier, dans le cadre d'un cas témoin, si on veut étudier une autre exposition que le cannabis, dans le cas présent, il suffit de poser une question de plus aux gens, en fait. On rajoute dans notre questionnaire qu'on leur donne, est-ce que vous avez consommé du cannabis? Et puis surtout, on leur demande l'alcool, le sport, n'importe quoi qu'on peut étudier. Il suffit de leur rajouter le questionnaire. On n'a pas besoin de créer un nouveau groupe, puisque de toute façon, on peut comparer entre les cas et les témoins. Donc, c'est juste une question de plus à poser. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Ou est-ce que c'est bon? C'est pas clair, on peut la main? Ok, c'est clair. Donc, on va passer à la partie 2. La deuxième équipe de chercheurs a eu plus de moyens et plus de temps que la première, et elle a suivi toute une promo d'étudiants, c'est-à-dire à peu près 8000 personnes, sur plusieurs années, on va dire 7 ans, entre 18 et 25 ans. À l'arrivée à la fac des étudiants, on leur a fait passer un questionnaire sur leur consommation de cannabis, et on les a séparés en fonction de leur exposition ou non. Ensuite, sur plusieurs années, on a pris des nouvelles de chacun des étudiants, et on a noté dans chaque groupe le nombre de diagnostics de schizophrénie et de troubles obsessionnels compulsifs établis. Donc voici les résultats. Donc la première question, c'était exactement la même, à savoir quel est le type d'études mises en jeu. Qui pense que c'est un cas témoin? Ok, qui pense que c'est une cohorte? Ouais, c'est une cohorte. Donc c'est bien une cohorte parce qu'ici on a eu un suivi de la population. C'est-à-dire qu'on a fait nos deux groupes exposés et non exposés, et après on les a suivis pendant un certain temps. Et c'est pour ça qu'on est une cohorte, parce que c'est beaucoup de gens qu'on suit et qu'on voit ce qu'ils deviennent en fait. Si ça peut vous aider, le coup des cohortes, ça vient le nom de cohorte, ça vient des légions romaines en fait. Dans les cohortes, ils avaient un certain nombre de personnes et les gens qui étaient tués n'étaient pas remplacés. Et donc les cohortes perdaient des membres au fur et à mesure. Et donc on pouvait faire éventuellement des analyses de survie sur ces gens-là. Et donc c'est le même principe en fait dans les cohortes. On ne remplace pas les gens qui deviennent schizophrènes ou ont un trouble obsessionnel compulsif. On compte juste. Voilà. Ça peut vous aider à vous rappeler. Donc du coup, c'est bien une équipe de cohorte ici. On fait deux groupes en se basant sur l'exposition ou non aux facteurs de risque et on les suit dans le temps. C'est ça la définition d'une cohorte. C'est on sépare sur l'exposition et on suit dans le temps. Question 2. Pour chacune des deux maladies étudiées, peut-on établir une corrélation avec la consommation de cannabis? En fait, c'est exactement les mêmes questions que la question. Donc là, c'est pareil, il va falloir faire l'analyse des deux maladies. Donc là, dans une cohorte, on n'a pas besoin de faire 3 groupes, mais par contre, on va quand même devoir étudier les deux maladies séparément. Donc pour les cohortes, on calcule un risque relatif. Vous vous rappelez bien, cas témoin, c'est un genre de code, et cohorte, c'est risque relatif. Du coup, le risque relatif, c'est le nombre de malades chez les exposés sur le nombre d'exposés, sur le nombre de malades chez les non exposés, sur le nombre de non exposés. Et donc, on trouve 2,08. Et ensuite, c'est pareil que tout à l'heure, il faut calculer son intervalle de confiance. Donc faites attention, ce n'est pas exactement la même formule, ce qu'il y a sous la racine carrée change un peu. Du coup, c'est la formule que je vous ai montrée hier en cours, il y a qu'à l'appliquer, et on trouve
1,32, 3,25. Du coup, l'intervalle de confiance ne contient pas 1, il est significativement au-dessus de 1, et du coup, il y a significativement plus de personnes atteintes de schizophrénie dans le groupe exposé au cannabis. Donc là, on a effectivement une association, une corrélation positive entre le cannabis et la schizophrénie. Donc on peut dire qu'au vu de cette étude, le cannabis a l'air d'être un facteur de risque de la schizophrénie. Donc ensuite, on peut passer aux troubles obsessionnels compulsifs. On fait exactement pareil, on fait nos tableaux M+, L-, plus ou moins, c'est toujours le même, et faites-le toujours pareil, comme ça vous n'envoyez pas dans la formule, et vous calculez le risque corrélatif, exactement de la même façon, et vous trouvez que le risque corrélatif est exactement égal à 1. Déjà, je vous en ai parlé vite fait hier, quand le risque corrélatif est 1, c'est complètement inutile de calculer l'intervalle de confiance, puisque comme 1 va être au milieu, il va forcément contenir 1. Du coup, dans ces cas-là, c'est pas la peine de calculer l'intervalle de confiance, on peut directement conclure qu'il n'y a pas d'association. Du coup, la question 3, c'était étant donné que les deux études, pour étudier l'effet de la consommation de cannabis sur une autre pathologie, serait-il nécessaire de constituer un ou plusieurs autres groupes de patients? Quel changement devrait-on faire au protocole? Qui pense qu'il faudrait faire un autre groupe de patients? Non, il n'y aurait pas besoin. En fait, c'est comme tout à l'heure. C'est le problème inverse de tout à l'heure. Là, on ne demande pas s'il faut étudier une nouvelle exposition. S'il fallait étudier une autre exposition, oui, il faudrait faire un autre groupe. Puisqu'on aurait les exposés à tel facteur et les exposés à tel autre facteur. Et là, ce que je demandais, c'est si on voulait étudier une autre maladie. Et du coup, on peut garder notre corps exposé ou non exposé au cannabis, parce que ça ne change pas. Mais par contre, on va regarder en plus les gens qui sont diagnostiqués d'une autre pathologie. Je ne sais pas, une névrose, on va essayer d'en citer. Donc voilà, l'étude il faut bien se rappeler que l'étude 4 témoins, c'est une seule maladie mais plusieurs expositions possibles. Et l'étude de cohorte, c'est une seule exposition mais éventuellement plusieurs maladies. Donc les éléments à faire au protocole, c'est juste de surveiller le diagnostic d'une autre pathologie. Du coup, donc ça c'est la réponse à la question. De toute façon, le corrigé sera en ligne sur Moodle, donc c'est différent. Sur Moodle. Mais vous allez avoir tout, c'est exactement la même réponse qu'on a bien ici. On va faire une petite pause pour que éventuellement ceux qui se sentent âme de citoyens puissent aller voter vite fait avant que les bureaux ferment. Donc on vous laisse 10 petites minutes et on passe à la partie 3 de l'exercice. Donc si vous voulez, on va reprendre. On n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions, mais vous n'hésitez pas à venir à la fin pour nous les raconter s'il en reste. Sinon, Amuse nous demande de préciser pour son exercice de survie. C'était pas précisé dans l'énoncé, mais au début de l'étude, en fait, tout le monde est en couple. Hein, et on étudie le moment où il y a la rupture. En fait, le décès de la survie, entre guillemets, c'est la rupture. Mais au début, ils sont tous en couple. Et on aurait dû le préciser dans l'énoncé, mais voilà. C'est bien. Donc, on va reprendre notre exercice. Voilà, donc pour rappel, on avait d'un côté une étude cas témoins. Donc là, il y a eu des questions là-dessus. C'est vrai que méthodologiquement, c'est pas terrible ce que j'ai fait. Et je me suis un peu pris la tête en le faisant, parce que je voulais essayer de gagner du temps entre guillemets et de faire 2 études de cas témoins en une. Mais en fait, on aurait pu considérer éventuellement que les patients atteints de TOC étaient aussi des témoins par rapport aux schizophrènes, et que les patients schizophrènes étaient aussi des témoins par rapport à ceux qui ont un TOC. Et donc on aurait pu comparer par exemple juste les TOC avec les schizophrènes plus les témoins généraux. Bon, on ne l'a pas fait parce que j'ai peur que ça vous embrouille, mais visiblement ça vous embrouille, je ne le fasse pas. Donc voilà, mais je pense qu'on aurait trouvé à peu près pareil. Et en gros, j'ai considéré que c'était juste 2 cas témoins qu'on faisait en même temps et non pas une seule et même étude. Voilà. Donc on va passer à la partie 3 de l'exercice qui était un peu spécial. En fait, mon but c'était d'essayer de voir avec vous les biais des études.
de façon un peu différente de ce qu'il y a, et parce qu'en faisant les études, j'avais bien conscience que méthodologiquement c'était pas terrible. Donc en gros l'idée c'était d'essayer que vous trouviez les failles dans les protocoles que j'avais proposés. Du coup la question 1 c'était les résultats de ces deux études sont-ils applicables à la population générale et donc comparables sur cette base? Est-ce que vous pensez qu'on peut étendre les résultats qu'on a trouvés à toute la population? Genre toute la population française. Est-ce qu'il y en a qui pensent ça? Je vais la main. C'est faux. On peut pas. Parce que la première étude, le cas témoin, se base sur une population hospitalière, qui n'a pas les mêmes caractéristiques que la population générale. Si on prend que des gens qui sont hospitalisés en psychiatrie, ça ne va pas être les mêmes gens que ceux que vous croisez dans la rue tous les jours. Et heureusement, j'en ai dit. Du coup, on ne peut pas étendre il faut que pour étendre les résultats qu'on a trouvés dans un échantillon à la population, il faut que la population ait exactement les mêmes caractéristiques que l'échantillon. Donc, par exemple, on pourrait étendre les résultats de cette étude à tous les patients hospitalisés en psychiatrie. Bon, on ne pourrait pas généraliser cette étude, enfin, on pourrait même être plus patient dans tous les patients hospitalisés en psychiatrie, au CHU, de Caen si c'est à Caen, parce qu'il pourrait y avoir des différences entre les régions, enfin voilà. Donc c'est vraiment, pour étendre à une population, il faut toujours être très très prudent et il faut vraiment s'inquiéter toujours du fait que l'échantillon soit représentatif. Ça, ce serait le recrutement, si on étendait à une population dont l'échantillon n'est pas représentatif. Ce serait un bien recrutement. La seconde étude, la cohorte, se base sur une population universitaire qui n'a donc pas non plus les mêmes caractéristiques que la population générale. Tout simplement, elle est plus jeune, elle va à l'université, donc elle est peut-être un peu mieux éduquée que la moyenne, enfin ce genre de choses. On ne peut donc étendre aucune de ces études à la population générale, et donc on ne peut pas non plus comparer leurs résultats puisqu'ils se rapportent à des populations différentes. Ceci dit, le fait qu'on ait trouvé la même chose dans les deux cas, c'est-à-dire que, a priori, le cannabis a tendance à augmenter le risque de schizophrénie, et ben ça peut pousser à faire une étude à plus large échelle et essayer de faire quelque chose de plus général pour établir peut-être une vérité générale sur le fait que, a priori, le cannabis c'est pas bon pour le cerveau. Donc ça c'était pour la première question. Et la deuxième question c'était sur en quoi l'étude de cohorte présente-t-elle un biais de mesure. Donc les biais de mesure, si vous vous rappelez bien, c'est quand on n'arrive pas à avoir d'informations suffisamment bonnes sur ici l'exposition ou le diagnostic. Et donc ça c'est la réponse à la question 2. L'étude classe les gens en exposé ou non exposé sur la base d'un questionnaire au début de l'étude. Mais rien n'indique que certains ne vont pas se mettre à consommer du cannabis après cette date, auquel cas notre étude sera biaisée. En fait, au début, on dit qu'ils arrivent à la fac, on leur fait un questionnaire, on leur dit est-ce que vous avez déjà consommé du cannabis. Et du coup, on fait, ceux qui en ont déjà consommé, c'est des exposés, ceux qui n'ont pas consommé, c'est des pas exposés. Sauf que si ça se trouve, en L2, ils vont se mettre à fumer du cannabis. Et du coup, ils vont devenir exposés. Sauf que si on leur repose pas la question, ils vont rester un groupe non exposé. Et du coup, ça fait un biais. Est-ce qu'il y en avait qui avaient pensé à ça? Ok, je suis tordue. Donc voilà, je pense qu'on ne vous posera pas ce genre de questions au concours, mais c'est pour essayer de vous montrer des exemples de biais dans les études, parce que c'est important d'avoir un peu compris ça. Donc ça, c'est un biais de mesure. Et ceci dit, si je peux faire une petite remarque, on a réussi à trouver une différence, c'est-à-dire que le cannabis augmenterait significativement le nombre de schizophrènes, malgré le fait que certains consommateurs ne soient pas considérés comme tels, s'ils ont commencé après la première année de la fac. Donc, malgré la perte de puissance. Parce que ça veut dire qu'on s'est planté, on a fait des billets et tout. Et donc, si ça se trouve, en fait, le cannabis a bien un effet. On a réussi à le prouver, même si on sous-estimait son effet. Voilà, donc question 3. Étant donné que le but des deux études est d'étudier l'influence d'un facteur d'exposition sur deux maladies, en quoi l'étude cas témoin est-elle moins adaptée? Donc ça, c'est plus une question de méthodologie générale, et en fait, je vous ai déjà donné la réponse. C'est tout simplement parce que le cas témoin, normalement, c'est une seule maladie et éventuellement une ou plusieurs expositions. Mais on fait les cas et les témoins, donc normalement, on étudie qu'une seule maladie. Et vous avez bien vu que quand j'ai voulu étudier deux maladies, ça a compliqué mon protocole et que ça fait que ça marchait plus trop, à savoir est-ce que je prenais les schizophrènes comme témoins
des TOC ou pas, enfin voilà, ça complique. Normalement, un cas témoin, c'est une seule maladie, et éventuellement, on peut faire un questionnaire avec toutes les expositions qu'on veut. Donc, bon, alors après, on va falloir faire plein de calculs, ça va être pratique, mais en théorie, on peut étudier plusieurs expositions, et par contre, une seule maladie. Donc ici, c'est l'étude de cohorte qui permet de prendre en compte plusieurs maladies et une seule exposition, donc ça convient plus à la question qu'on se pose. Une seule étude de cohorte suffit pour répondre à la question, alors que 2 cas témoins sont nécessaires. Et d'autre part, l'étude de cohorte a toujours une plus forte puissance, un plus fort niveau de preuve, comme c'est des plus gros objectifs, que c'est du suivi sur plus longtemps, ça vaut plus du point de vue scientifique, c'est plus proche de l'expérience que le cas témoin qui peut induire plus de biais que la cohorte. Donc, si on a le choix et qu'on veut quelque chose de plus fort méthodologiquement, on va plutôt choisir une cohorte. Voilà. Donc, c'était tout pour l'épidémio. Je vais bien me promener si vous avez des questions. Lise. Bon, on va passer à l'exercice 6 du coup, parce qu'on en a une qui a choisi de faire ce goûter. Voilà. Si vous pouvez la tester, elle est. Voilà. Quand elle va revenir, ouais. Elle s'appelle Lise, elle a un pull bleu. Quand elle va revenir, vous pouvez la tester. On va passer à l'exercice 6, tu viens bien. Voilà, c'est elle. Voilà. C'est elle, vous pouvez la tester tout ce que vous voulez. Voilà. Excusez-moi. Alors moi, je vais faire des tests, premièrement, les tests de variance. Alors le sujet, c'était de comparer les variances de l'âge dans deux populations différentes. On vous a donné les données. Et on va savoir quelles populations diffèrent. On va savoir si les populations, des variables de ces populations diffèrent significativement. Alors la première étape, c'est d'abord de estimer les variances. Je vous ai rappelé la formule, mais c'est la même formule que vous avez tout le temps. 1 sur n-1, facteur de la somme des carrés, moins des carrés de la somme des valeurs divisé par le nombre total de personnes en gestion. Du coup, pour A, ça nous donne les carrés différentiels de l'autre 31. Vous n'avez pas le calcul, vous avez tout compris, non? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas compris? Personne. Parfait. Du coup, pour A, c'était 45,31. Et pour B, ça donnait 68,62. Vous devez laisser le temps de noter quand même la réponse. Vous m'avez l'air d'avoir d'écrire. Du coup, j'explique l'étape 2. Alors, on va calculer l'indice. Donc, CF0 qui est égal à S1 carré sur SD carré. Donc, pour nous, SB carré est supérieur à SA carré. Donc, on va utiliser SD carré en tant que S1. Donc, on avait dit que S1 carré est supérieur à S2 carré pour que S0 soit supérieur à 1. Donc ça nous fait 68,62 divisé par 45,31 qui nous donne un résultat de 1,514.
Ensuite, ces derniers, on va comparer au seuil f de n-1, f n-1 et n-2 alpha sur 2. On le cherche dans la table. Donc on fait comment? Je suis sur la table de Fisher avec alpha est égal à alpha sur 2, donc alpha est 5%, donc 0,05, donc alpha sur 2 est égal à 0,025. Et je regarde, je prends K-1 qui est égal à 16, comme on l'a vu là, ici. K1-1 est égal à 16 et K2-1 est égal à 15, ici. Donc le seuil, donc la valeur qu'on va avoir, c'est celle-là, 2,136. Donc on compare 1,514. On compare 1,114 à 2,136, on voit que 1,114 est inférieur à 2,136. Donc on ne rejette pas H0 et on conclut que la différence entre les deux variances est non significative. Et du coup, on va pouvoir, et du coup, ça nous permet de faire le test de base qu'on voulait faire, comme je vous expliqué hier, qui est soit la NOVA, soit la comparaison de moyenne sur l'outil des outils. Il y a une erreur dans le diapo. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Vas-y, retourne encore en arrière. Ton S2 ou SB au carré est supérieur à ton SA au carré. Oui. Donc du coup, tu inverses dans ton... Bien inversé. Ouais, mais du coup, pour ton... T'as bien inversé dans le seuil ou pas? C'est marqué genre SB, du coup, il est en 5 en tant que ça. Non, parce que du coup, en fait, c'est écrit F0... en fait, c'est juste une cohérence au niveau de F0, S1 au carré sur S2 au carré, et après S1 au carré supérieur à S2 au carré. Et du coup, je voulais juste savoir si tu l'as bien inversé, tu sais, dans ton seuil, où c'est 16 et 15, 16 au-dessus, 15 en dessous, est-ce que tu as bien mis le N2 au-dessus? Ah, oui. Ouais, du coup, c'est 16 et 14 en fait. Ok, super. Du coup, c'est pas 16 et 15, c'est 16 et 14. On m'avait dit que j'ai fait une erreur, en fait, j'avais fait une erreur, mais pas vraiment. Donc c'était bien 16 et 14. Et du coup, le seuil, c'est pas 2,236, c'est 2,923. On va corriger la correction de parce que ça va aider. Du coup, le seuil, c'est 2,923, mais ça ne change rien, c'est toujours supérieur à 1,74. Et du coup, on rejette quand même à 0. Voilà. Du coup, l'exercice suivant, c'était sur la loi. Alors, on souhaite comparer trois analogies que l'on veut noter A, B et C. On veut comparer la durée de leurs effets et voir si C, qui contient une nouvelle molécule, est plus efficace que les autres. On répartit donc trois groupes de 45 groupes. Alors, on répartit dans 3 groupes 45 patients et chaque groupe recevra un des médicaments. On mesure pour chaque patient le temps en minutes entre la prise du médicament et la réapparition de la douleur. On suppose que toutes les conditions sont validées. J'ai supposé que les conditions étaient validées, mais les conditions, c'est la loi normale et la loi qui est suivie est une loi normale et les variances sont égales. Comme ça, on fait. Donc j'ai mis les valeurs en dessous. Première question, la loi suivie pour mesurer l'écart sous H0 est une loi. Alors vous aviez une composition de loi normale, loi de Student, loi de Fisher 2, 42,5, loi de Student 2, 42, 2,5 et de Fisher 44, 5%. Donc la réponse c'est une loi de Fisher 2, 42, enfin N1 égale 2, enfin le chiffre du dessus c'est 2, le chiffre d'en dessous c'est 42, avec alpha égale 5%. Parce que on a une ANOVA et que du coup cette feuille utilisée. Voilà. Le seuil c'est K-1 et -K et alpha. Ensuite, la deuxième question, c'est quelle est la valeur de SCER. Du coup, je vous ai mis la valeur au-dessus. C'est vrai que hier, du coup, j'ai été un peu brouillon parce que
n'avais pas vraiment d'exemple concret. Du coup, avec cet exemple-là, c'est parfait. On sait qu'on a calculé on a NA, NB, NC qui sont le nombre de personnes qui sont dans chaque groupe. Il y avait 13 personnes dans le groupe A, 17 personnes dans le groupe B et 15 personnes dans le groupe C. Somme des X, Y, J, c'était la somme des valeurs de chaque groupe. C'est-à-dire que le groupe A, 30, plus 30, plus 36, plus etc. plus 120. Donc le total était 797. Pour NB, c'était 1113. Et pour NC, c'était 1395. Et on a aussi la somme des carrés de chaque valeur, des valeurs de chaque groupe, qui sont 30 au carré, plus 30 au carré, plus 36 au carré, plus etc., plus 120 au carré. Ce qui nous donne 59 935. Pour le groupe B, c'est 94 167. Et pour le groupe C, c'est 141 147. Donc ça nous fait une STER qui est égale donc, à 599,35 plus 59 935 plus 94 167 plus 141 147 moins 797 au carré divisé par 13 plus 1113 au carré divisé par 17 plus 1395 au carré divisé par 15. Ce qui nous donne une valeur d'environ 44 183. J'espère que vous n'avez pas perdu. Puis il y en a qui n'ont pas compris. Ensuite, je vous demandais de calculer la SCEA. Donc SCEA, c'est égal à la somme des valeurs de chaque groupe au carré divisé par le nombre de personnes pour chaque groupe, qui est égal à donc c'est 105 c'est écrit quoi. Et comme vous avez pu le voir dans la partie de l'exercice 2, il y a une partie de la formule qui est la même que dans SCEA, c'est celle qui est entre parenthèses. C'est une partie de la formule de SCEA. Et du coup, on avait calculé, on l'a calculé tout à l'heure, c'est 25 251 465,99,55. Du coup, on récupère cette valeur-là et du coup, on va l'ajouter, on va enlever à cette valeur la somme de toutes les valeurs de tous les groupes confondus au carré divisé par le nombre de personnes totales. Ce qui veut dire 45 personnes au total dans chaque groupe. Il y avait dans toute l'étude 45 personnes. Et la somme de chaque valeur est égale à 3305. C'est 797 plus 1113 plus 1395. Donc ça nous a donné une valeur de SCEA. Donc le SCEA c'est égal à 251 465,1995 moins 3305 au carré divisé par 45, ce qui nous donne 8732,11 pour SCEA. Donc ensuite, on calcule l'indice F0 qui est égal à SA carré sur SR carré. SA carré égal à SCEA sur K-1 et SR carré qui est égal à SCEA sur M-K. Donc ça nous donne 8732,11 divisé par 2 sur 44 183 divisé par 42. Qui nous fait une valeur de F0 égale à 4,150. F0 ensuite, que peut-on conclure? Pour conclure, déjà, il faut comparer F0 au seuil. Le seuil qu'on a trouvé, c'est... Alors, pour trouver le seuil, c'est pareil, on utilise encore la tricheur à 5%. Alors, on va à la valeur de 2, la colonne 2 qui est là. Là. Et pour 42, on voit qu'on n'a pas vraiment 42, mais on a 40 et 50. Et donc 42, c'est entre 40 et 50, évidemment. Et donc les valeurs pour 40, c'est 3,232 et les valeurs pour 50, c'est 3,183. Donc la valeur qui correspondrait à F de 42, c'est aller entre 3,183 et 3,232. Donc ça veut dire que la valeur
Et donc ça veut dire que 4,50 dans tous les cas est supérieur à f au seuil de f2,242%. Donc on va rejeter H0 et on va conclure comment une des moyennes est différente. Donc on ne dit surtout pas que toutes les moyennes sont différentes, on ne dit surtout pas que C est plus efficace que A et B, c'est juste une des moyennes différentes, on ne sait pas laquelle. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Alors, on va attaquer la corrélation. Donc, comme j'ai dit hier, c'est pas un chapitre très compliqué. Quand on connaît vraiment bien ces formules, il y a juste à les appliquer, c'est vraiment pas compliqué. Pour le repérer en plus, il n'est pas si difficile que ça non plus. Donc, vraiment, apprenez bien aux formules. Donc là, on a des chercheurs qui s'interrogent sur le fait qu'il existe oui ou non un lien entre l'âge d'un individu et sa mémoire. Pour cela, ils s'interrogent 42 individus pour évaluer plusieurs composantes de la mémoire sous la forme d'un score de mémoire allant de 20 à 100. Et plus le score est élevé, plus la mémoire est bonne. Donc déjà, dans ce premier paragraphe, il faut vraiment relever le mot lien. Après, comme je l'ai dit hier, c'est pas le mot lien qui c'est forcément un test de liaison, parce que c'est vraiment, il faut avoir deux variables quantitatives. Et du coup, c'est ce qu'on a, parce qu'on a un score de mémoire et puis un âge. Du coup, toutes les données de l'âge de score de mémoire sont données après. Et puis on considère que les conditions de validité sont respectées. Alors, donc, première question, donc, il s'agit d'un problème de, j'ai dit tout à l'heure, corrélation, donc il n'y a pas de problème, enfin, à part s'il y a des gens peut-être qui ont pensé à une comparaison de moyenne ou de répartition. Non. Oui, non. La question c'était juste si les variables sont faire significativement. Mais si on a demandé de parce que là on devrait continuer. Du coup, pour calculer l'indice statistique, là c'est vraiment la partie la plus longue, on va dire, parce qu'il y a vraiment un calcul intermédiaire à faire. Donc, tout d'abord, vous devez estimer donc R, le coefficient de corrélation. Et ce coefficient de corrélation, il faut également avoir un autre paramètre qui est la covariance. La covariance, on va calculer la covariance tout de suite. Donc, la covariance de XY est égale à 1 sur N-1. Somme des XY moins la somme des X fois la somme des Y sur N. Alors, je l'ai dit hier, je vais peut-être le redire pour ceux qui n'étaient pas là. Cette formule de covariance, en fait, elle est semblable en fait, à la formule de la variance que vous connaissez. C'est-à-dire que si Y vaut X, si Y égale X, on a la somme des X fois X, c'est la somme des X au carré, moins la somme des X fois la somme des X, c'est la somme des X au carré. Alors, je ne sais pas si vous suivez. C'est la même en fait que S carré qui est égale à 1 sur N-1, somme des X carré, une somme des X de tout au carré sur N. En tout cas, c'est vraiment un moyen de s'en rappeler assez facilement. Du coup, on trouve une covariance de 71,03. Grâce à cette covariance, on peut estimer le coefficient de corrélation. Mais du coup, il nous manque aussi les variances, parce que les écartifs, pardon. Et donc ça dépend de l'exercice. Si vous tombez au concours sur un exercice où vous donne les écartifs, vous avez de la chance, sinon il faut les calculer, ça prend encore plus de temps. Du coup, on les calcule, mais on fait attention, quand on les calcule avec la formule des variances et pas des écartifs. Du coup, on les calcule et on puissance 12,99 pour l'écartif de X et 13,29 pour l'écartif de Y. Et enfin, on peut calculer le coefficient de révélation. Du coup, ça fait 71,03, donc la covariance sur le produit des deux écartifs, 12,99 et 13,29, qui donne un coefficient de corrélation de 0,91. Et là, c'est bien de vérifier aussi
votre coefficient de corrélation parce qu'il doit être compris entre -1 et 1, ce qui est le cas, donc vous pouvez continuer. Et enfin, on en déduit l'indice. Donc vous avez vu que c'est vraiment, on se trompe au premier calcul, on se trompe sur toute la suite. Donc c'est vraiment, faut vraiment connaître ces formules sur le bout des doigts. Et du coup, notre indice est égal à R sur racine de N-2, R fois racine de N-2 sur racine de 1 moins carré. Du coup, on trouve de 85, qui correspondait à la réponse B. Donc ça c'est X1. Du coup, le seuil de ce test se fait dans quelle table? Ça, la somme de X, donc ce que tu as là, en fait, si tu fais plus ça, tu trouves la somme de X fois la somme de X. Là, tu trouves il se fait dans la table de student. Et donc ça, si tu les multiplies, ça te donne à N-2 BDL. Donc, si on avait N égale 42, N-2, on trouve 40. Du coup, je peux peut-être là, ça te donne X1. regarder dans la table. Student. Et après, c'est ça que tu additionnes. Ça donne pas On a N égale. On a 40 DDL. Du coup, on va aller à 2,25. 2,21. En gros, là, tu multiplies. Là, tu multiplies avant d'additionner. Et là, tu additionnes avant de multiplier. Mais de rien. Du coup, qu'est-ce qu'on peut en conclure grâce à ça? Notre indice est supérieur au seuil. Du coup, on a bien une différence significative, c'est-à-dire qu'on rejette H0. Et vu qu'H0 c'était X et Y sont indépendants, on n'a pas de liaison. Du coup, si on rejette H0, ça veut dire qu'il y a une liaison entre les deux variables. En plus de ça, notre indice est supérieur à 0, il vaut 2,85. Du coup, on peut en déduire que la liaison est positive. C'est-à-dire qu'une valeur haute de X va entraîner une valeur haute de Y. Enfin, les chercheurs ils veulent trouver la droite d'évaluation de Y sur X, qui est égale, donc Y est égal à alpha plus bêta X. Et ils cherchent la valeur de bêta et la valeur de alpha. Donc la valeur de bêta, c'est une formule à prendre par cœur également. Donc je sais, c'est pas très rigolo à faire, mais bon, dès que vous les connaissez, c'est bon, cet exercice il est plutôt facile. Du coup, la formule c'est bêta est égal à la covariance de XY sur cette fois-ci, c'est la variance de X, donc faites vraiment attention par rapport à la formule du coefficient de corrélation. Et là, c'est les écarts en dénominateur, c'est bien la variance de X. Donc 71,03 sur 168,82 et vous trouvez 0,42. Et grâce à ça, on peut en déduire alpha, car alpha est égal à la moyenne de Y moins bêta fois la moyenne de X. Donc il faut calculer la moyenne de X et la moyenne de Y, donc vraiment un gros calcul. Et du coup, on trouve au final 31,6. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous m'avez suivi? Est-ce que vous avez compris? Maintenant, on va corriger l'exercice 4. Donc, les taux en train de m'ennuyer, c'est sur le tableau Excel et j'essaie de trouver f égale 20, du groupe A et B. Je demande à Excel du nombre au hasard entre 0 et 1 dans les deux groupes et j'installe une diagramme distributive normale dans le choix de mon ordinateur. Je voudrais à 5% savoir si la distribution des valeurs est égale dans les deux groupes. Donc déjà, quand vous voyez un sujet comme ça et qu'on vous dit qu'il n'y a aucune distribution normale, directement vous pensez c'est un test non paramétrique.
Donc après, soit c'est le Wilcoxon normal, soit c'est le Wilcoxon scanné. Donc la question 1, c'était concernant le test à effectuer, cochez là où la réponse vraie. Là, vous allez les donner. Donc c'était A, C, D et E, parce que c'est un test donc non paramétrique égal à une indépendance, puisqu'on a deux groupes distincts, le groupe A et le groupe B, donc c'est pas varié, donc c'est pas un expression similaire. Donc la A était vraie et la B était fausse. Ensuite la C est vraie parce que oui, c'est des groupes indépendants, groupe A et groupe B. Et donc ensuite la D linguistique utilisée est Z. Donc ça, Wilcoxon, c'est normal, c'est Z, et ça, enfin, c'est les indices, c'est Z, donc il faut savoir, c'est du faux. Et ensuite, toutes les conditions de validité sont présentes pour effectuer les tests. Donc elle est vraie aussi, parce que c'est indépendant, il n'y a pas de paramètres, et les étudiants sont, les deux sont supérieurs ou égaux à 10. Donc toutes les conditions de validité sont présentes. Ensuite, on vous donner directement les résultats triés dans l'ordre croissant. La question 2, c'était concernant le calcul à effectuer, cochez là où les réponses vraies. Donc, la forme de formule utilisée ressemble à la formule de comparaison moyenne. Donc ça, c'était vrai. C'est du faux, ça a été dit hier normalement. Ensuite, B, ces deux valeurs sont à un même rang, alors on leur attribue la moyenne des rangs atteints. Donc ça, c'est vrai aussi. Oui, c'est vrai aussi, c'est du faux. Ensuite, C, nous prenons la somme des valeurs de A égale à quel succès. Donc ça, c'est faux, parce qu'on ne prend pas les valeurs de A, on prend les rangs du groupe A, et donc c'est égal à 407 au final. Ensuite, c'était le calcul du Z. Donc là, c'est la formule. Faut la connaître l'année dernière, elle a été donnée avec le blague, mais je ne sais pas si elle s'est donnée cette année. Donc la D était fausse parce qu'on ne prenait pas en compte le plus ou moins 0,5. On dit que voilà, on prend en compte quand c'est vrai. Donc le WA, c'est ce que je dis, la somme des rangs pour A. Ensuite, RA et NB, c'est les deux groupes contenaient 20 valeurs. Donc, c'est 20 pour RA et 20 pour NB. Et donc on trouve un test de 0,048. Ensuite, question 3, quand concluez-vous? Donc là, vu qu'on sait c'est un alpha à 5% et que on la table de la normale, donc c'est 1,96. Donc là, 0,068, c'est inférieur à 0,96. Donc, on ne rejette pas la 0, mais c'est la réponse B. La A est fausse parce qu'on accepte jamais H0. Donc la B est vraie, la C est fausse parce que le Z est inférieur à 96. Et donc, on peut conclure que la distribution dans les deux groupes n'est pas significativement différente, puisqu'on trouve un indice inférieur au C. Et donc, la E est fausse. Du coup, on va passer à l'exercice 10. Donc ça, c'est un exercice sur la répartition, c'est ce que je vous ai déjà dit, c'est pas dur à faire, il faut juste réussir à trouver quel c'est. Donc ici, en gros, on vous dit que question de 30 étudiants, il faut ici un an après pour savoir s'ils font du sport et s'ils vont arrêter ou s'ils vont continuer. Donc là, c'est un échantillon à parier, parce que c'est même 30 étudiants. Donc du coup, on en déduit que c'est un problème de comparaison de deux répartitions sur l'échantillon à parier. On cherche à comparer la répartition fortune au lycée et la répartition fortune à la fac sur les mêmes personnes.
Donc quand on a un problème comme ça, ce qu'il faut chercher, c'est les termes discordantes. Donc là, on les a mis en rouge sur le tableau, en gros c'est le A et le B. Donc du coup, A c'est égal à 2, A est égal à 2 et B est égal à 10. Donc une fois qu'on a trouvé notre A et notre B, on calcule, on essaye de sortir un petit échantillon. Donc du coup, la formule c'est A plus B sur 2. Donc là, ça nous donne 6. Comme c'est supérieur à 5, on a vu qu'on est sur des grands échantillons appareillés. Donc après, on fait notre indice. Donc là, c'est une formule à apprendre. Il faut oublier le carré. Il faut oublier qu'en haut, c'est un moins, en bas, c'est un B. Donc on trouve 133. Le seuil pour ce test-là, il faut l'apprendre par cœur, c'est 3,841. Donc comme pour tous les tests, après, on compare. Donc 5,33, c'est supérieur à 3,841. Et une conclusion comme dans tous les tests. L'indice est supérieur au seuil, donc on rejette H0 et il existe une différence significative. Est-ce que vous pourriez faire un petit peu moins de bruit, parce que là il y a le brouhaha qui monte, donc vraiment, à part si vous êtes en train de vous faire expliquer un peu par les tuteurs, essayez de parler un minimum, parce que c'est pénible pour ceux qui essaient d'écouter et qui sont présents. Merci. Du coup, ces tests-là, c'est vraiment pas dur, c'est ce que disait Camille, c'est que des formules à connaître par cœur. Il faut juste réussir à trouver sur quel type de répartition on est. C'est la seule difficulté. Voilà. Je vous laisse. Donc du coup, les réponses c'était B, B, A, C. Je vous laisse pour le dernier exemple. Maintenant, on corrige la persistance. S'il y a un groupe de recherche, chaque auteur d'une maladie neurodégénérative, la sclérose. Dans cette maladie, un marqueur sanguin M sera présent chez les malades selon son chercheur. Ainsi, il étudie la présence de ce marqueur en le qualifiant d'étudié chez les sujets éveillés et accompli chez ces mêmes sujets endormis. On nous donne les concentrations sanguines des marqueurs en fonction du temps, et on sait pas si la concentration de ces molécules suit la normale ou non. Donc là, c'est comme tout à l'heure, ça ne suit pas forcément la normale, donc c'est non paramétrique. Et en plus, ils nous disent qu'on étudie la présence du marqueur à midi et à nuit chez les mêmes sujets. Donc là, on est sur du glycosine similé parce que ça ne suit pas une normale, il n'y a pas de paramètres. Et c'est des sujets c'est à voyer, donc c'est similé. Donc là, on nous donnait les tables de valeur. Donc la question 1, donc la A est fausse parce qu'il y a un avariement. La B est vraie parce que c'est un avariement et qu'il n'y a pas de paramètres. Donc la C du coup est fausse, c'est pas indépendant, donc c'est avarié. D est fausse, c'est pas on n'utilise pas le Q2 parce que c'est la loi normale, donc c'est Z. Et ensuite, toutes les conditions de validité sont présentes pour effectuer le test, c'est vrai. Un des groupes est supérieur à le groupe est supérieur à 15 et il y a un avariement, donc les conditions sont validées. Ensuite, on vous donnait les données triées avec les rangs. Donc la question 2, les réponses vraies, c'était la C et la D. La A est fausse. La A est fausse parce que on n'utilise pas le rang, on utilise le rang signé. En valeur absolue. Ensuite, la B est fausse pour les mêmes raisons, on utilise le rang signé en valeur absolue. Donc du coup, la C est vraie, on utilise le rang signé des différences absolues pour ce calcul. En fait, sur le tableau, du coup, on utilise la dernière colonne et on trouve des valeurs positives. Et ensuite, donc la D était vraie. C'est le calcul, c'est la cause de la tête. Et donc la E était fausse, on trouvait cette valeur si on prenait tous les rangs. Si on prenait -1, plus 3,5, moins 3,5, etc. Donc là, du coup, le W+, ça correspond aux valeurs des rangs qui sont positives. N ici, c'était la 19. Et donc, c'est les seules valeurs dont vous avez besoin. Et on trouve un indice à 1,55. Donc, toujours ici, on utilise le code seuil 1,96.
Donc là encore, c'est inférieur, 1,5 est inférieur à 96. Et du coup, la réponse était B et D. Toujours pour les mêmes raisons. A, on n'accepte jamais à 0. B, on ne remet pas à 0 parce que l'indice est inférieur au seuil. C, c'est faux parce que Z n'est pas supérieur à 96. Et donc, on répond. C'est la E qui va se balader parce qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux constituants. Donc voilà. Donc du coup c'est terminé et vachement en avance. Donc ce qu'on vous propose là, c'est que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Si vous voulez partir parce que vous en avez marre, vous pouvez partir. Mais ce qu'on vous propose, c'est de revoir là votre TD si vous voulez, de venir nous poser des questions ici au bureau, vous levez la main. On est là encore jusqu'à 19h, donc c'est comme vous voulez. Si vous avez des questions aussi dans d'autres matières, aussi juste des questions qui vous viennent comme ça, il n'y a pas que du l'UEF ici. Il y a des gens qui peuvent répondre à d'autres questions. Donc voilà, si c'est le 1, le 2, le 3, le 4, levez la main, on est là pour vous. Sinon, bon courage pour la révision et on se revoit au CD.